Depuis que je me suis lancé sur YouTube, mon type de vidéo préféré, l'essence de ma chaîne, c'est quand même les vidéos FAQ. Q&A, foire aux questions, j'adorais faire ça. Je vous en faisais quand même une par semaine, vous vous rendez compte? Et depuis que je suis revenu sur YouTube en ce début d'année, j'en ai même pas fait une seule. Donc je me suis dit qu'il était temps de enfin répondre à vos questions. Posez-vous tranquillement, ça va être un petit peu dans un délire podcast. Je vais beaucoup parler, beaucoup comme on aime. C'est parti. Question numéro 1. Te sens-tu bien dans ton nouvel appartement? Alors, mon début d'année a littéralement tourné autour d'une seule chose. Je me levais le matin, je mangeais, je me douchais, je faisais toutes les étapes de la journée, je me couchais le soir avec une seule idée en tête, une seule. C'était de trouver un appartement à Paris. Et autant vous dire que c'est une mission. J'ai vécu pendant à peu près 4 ans en colocation avec mon meilleur ami Jules et je pense qu'il était enfin temps pour nous deux de quitter le nid de colocation et de s'émanciper un petit peu de ce cocon qu'on avait créé ensemble, de partir tous les deux chacun de notre côté dans notre appartement. Mind you, tout va bien, on est les meilleurs amis du monde, aucun problème, c'est juste que voilà, on a vécu 4 ans en colocation, c'était incroyable, mais je n'avais qu'une seule hâte. Pour être 100% honnête avec vous, c'était enfin de trouver mon chez-moi, d'y emménager et de commencer enfin à vivre vraiment seul. Parce que j'ai emménagé à Paris à 18 ans, j'ai gardé un appartement pendant 1 an et dans cet appartement, en fait, j'avais tellement une angoisse de vivre seul et d'être seul, c'était vraiment ma pire phobie. Genre, si vous retrouvez des archives de moi peut-être à l'ancienne, je suis persuadée que je disais que vivre seul et être seul, c'était ma pire phobie. Genre vraiment dans toutes les phobies, tu peux être arachnophobe, avoir peur des serpents, de ce que tu veux, moi c'était être seul. J'avais qu'une seule angoisse, c'était de me retrouver seul, d'être seul dans mon appartement comme ça. Je pense que ces 4 ans de colocation, elles ont vraiment solidifié mon amitié avec mes amis, ça l'a rendu encore plus solide. Je pense que j'avais moins peur de l'abandon, j'avais moins peur de me retrouver seule et que du jour au lendemain je sois complètement seule. Et du coup, ce qui fait que maintenant, il arrivait un temps dans ma vie où j'ai assez partagé mon foyer avec d'autres gens. Donc du coup, voilà, j'avais envie de tester ça. Je pensais honnêtement que les recherches allaient être longues parce qu'on va pas se cacher, on va pas se mentir, on est à Paris et Paris c'est jamais facile pour trouver un appartement, vraiment. Mais je pensais pas que ça allait être aussi loin, je pensais pas que ça allait être aussi insupportable et vraiment très chiant. J'ai été pratiquement en recherche d'appartement, active, vraiment genre visite tous les jours limite pendant 6 mois, voilà. 6 mois. J'avais vraiment l'impression d'avoir passé d'une année bisextile à l'autre ma vie à chercher des appartements. Et en fait, comme j'avais que des refus, franchement, ça a vraiment genre eu un énorme impact sur ma santé mentale. J'avais l'impression que j'étais un incapable, que j'étais même pas foutu de trouver un appartement sur Paris. Donc comment est-ce que tu veux te dire genre j'arrive pas à trouver un appartement sur Paris? Je suis même pas capable de faire ça avec toutes les recherches, toutes les visites que je fais. Qu'est-ce que je peux faire en fait d'autre dans la vie? Genre vraiment, je suis en mode... Alors que c'est absolument pas la manière de penser, enfin genre... Non. En plus de ça, j'étais logé chez mon ami Eden pendant genre 3 mois dans mes recherches. Donc vraiment la moitié de mes recherches, j'ai dormi chez un ami. Et du coup, en fait, ça m'a grave retardé dans mes projets, dans mes trucs, parce que tu vis chez quelqu'un. Genre bien évidemment, j'ai été accueilli comme un roi. Je me sentais chez moi. Enfin, il y avait aucun problème avec ça. Vraiment, Eden, il m'a accueilli vraiment comme si c'était logique en fait qu'on vive ensemble. Donc, vraiment, genre sur ce côté-là, j'ai été hyper chanceux. J'ai été vraiment comme chez moi. Vraiment. C'est juste que quand tu essaies d'avancer dans tes projets, en fait, c'est hyper compliqué. Genre tu mets tout en stop, tu mets tout en pause. Et j'avais déjà comme projet depuis un petit moment de recommencer les vidéos sur YouTube. Vraiment, c'était un truc qui me tenait grave à cœur et j'avais vraiment envie de me mettre à fond là-dedans. Tu peux rien faire en fait, tu vis chez quelqu'un, tu vas pas imposer tes règles, tu vas pas imposer tes tournages, ton pote il est là, il t'entend en train de piapiater avec caméra, enfin genre là je suis tout seul, ok je peux le faire, mais enfin tu vois genre tu peux pas vraiment genre donner tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Puis un beau jour j'ai eu enfin une réponse positive après 6 mois et j'ai enfin pu emménager chez moi quoi. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur ce sujet, sur mon emménagement qui est disponible sur ma chaîne, elle s'appelle J'ai un appartement. Je crois, je sais plus comment elle s'appelle, je la mets là si vous voulez aller voir après cette vidéo. Du coup pour répondre à ta question, est-ce que je me sens bien chez moi? Oui, franchement, oui. Je me sens hyper bien chez moi, un peu trop même je crois, genre vraiment, genre je suis trop bien. Je m'installe petit à petit, c'était un peu compliqué là avec les vacances d'été et tout machin, d'emménager, d'avoir les meubles, les trucs, les machins, les livraisons et tout. Mais là voilà, petit à petit la rentrée reprend, je commence à recevoir des pièces un peu indispensables à chez moi, un frigo par exemple. Tout simplement, genre juste ça. Et quand je dis que je me sens un petit peu trop à l'aise, justement, c'est parce que genre j'ai mon lit et ça me va. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre l'appart il est tellement bien et je me sens tellement bien dedans que en fait j'ai pas ce besoin urgent de l'emménager. Genre moi j'ai des copains, tu sais, genre quand ils emménagent dans l'appartement, ils ont besoin directement de s'installer et tout, ce que je comprends parfaitement. Enfin genre installe-toi, enfin fais ta déco, t'es bizarre. Mais moi franchement genre je suis trop bien. Donc du coup je fais les choses, bon je les fais quand même mais je les fais petit à petit. Mon canapé je l'ai toujours pas. Enfin il y a plein de choses que j'ai toujours pas en fait, mais ça me va. J'aime bien en fait avancer doucement petit à petit à mon rythme. En fait c'était tellement périlleux, tellement long toute cette recherche d'appartement, de juste avoir le lieu en question, que maintenant que je l'ai, je savoure tellement. Le reste c'est un peu
peu superficiel, enfin pas superficiel mais t'as compris, genre c'est vraiment genre en mode ok bon bah là j'ai eu ce que je voulais, donc maintenant le reste c'est du plus en gros. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai toujours pas accueilli des copains et tout machin, personne vient me voir parce que bah c'est pas emménagé, y a rien, donc ça c'est juste ça qui me saoule, c'est juste que j'aimerais bien emménager au plus vite, avoir voilà une petite déco un peu sympa, une petite ambiance, une petite téloche, je sais pas, pour au moins recevoir mes copains, parce que c'est vrai que moi je m'y sens bien, mais je m'y sens bien seul. Vous allez me dire c'est le plus important, tant que je me sens bien seul, après on verra les copains et tout machin, mais quand même t'as compris. D'ailleurs, bien évidemment que je vous ai fait plusieurs vidéos sur mon emménagement, et il y a la deuxième qui sort très très bientôt, dans les prochaines semaines je crois. Donc si tu veux être le premier à la voir quand elle sort, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes à ma chaîne et tu actives la cloche, ok? Comme ça tu seras le premier à être au courant quand je sortirai la deuxième vidéo sur mon emménagement, qui va être très sympa, je peux vous le garantir. Question numéro 2, qui est au passage mon chiffre préféré, si ça tombe bien c'est marrant. Est-ce que tu vas adopter un animal, et si oui, quoi? Je crois qu'il y en a certains, vous lisez littéralement dans mes pensées, parce que c'est le truc auquel je pense le plus maintenant que je vis dans mon appartement. Quand je vivais en colocation, en fait, c'est ce qui était prévu. On devait adopter un animal, parce que moi, j'avais vraiment envie, et lui, en vrai, Julie se chauffait, et je m'étais porté garant. J'avais dit, une fois qu'on quitte l'appartement, t'inquiète, y a pas de souci, genre, c'est moi qui le prends et tout, machin. Genre, c'est un peu, genre, mon animal, genre, Jules n'a pas à autant se prendre la tête que moi et tout, machin. Et une fois qu'on se sépare, voilà, c'est moi qui le prends. Franchement, la vie en colocation, c'était incroyable. Le seul problème, c'était que notre colocation et notre appartement étaient chaotiques. L'appartement, on avait du mal à le faire tenir debout. Ça, c'est le truc où on n'a pas géré, mais c'est pas grave, on a appris maintenant. Jules et moi, on est très ordonné de notre côté et tout machin. C'est quand on habitait ensemble, c'était lourd, c'était intense quand tu vis à deux. Moi, franchement, je vais pas mentir aussi, moi, j'empilais beaucoup de choses, beaucoup de trucs que je recevais et tout machin. Jules aussi, il était un petit peu bordélique à sa façon, mais ce que je veux dire, c'est que si tu rajoutes un animal de compagnie au milieu de ça, déjà, c'était une très mauvaise idée pour le côté sanitaire et le côté déjà en bordel de notre coloc. Et en plus de ça, bah, la vie de l'animal serait peut-être en danger. Je sais pas si c'est ça pour un animal de vivre dans le bordel, mais du coup, ça s'est pas fait. Franchement, on a été mature avec Jules, on s'est vraiment rendu compte que c'était peut-être pas la bonne chose, tu vois, on était des adultes quand même si on en avait vachement envie, parce que voilà, on s'est dit non en fait, on va pas, le chat il va crever là en fait. Mais malgré tout, voilà, c'était quelque chose dont j'avais vachement envie, c'était quelque chose qui me trottait énormément dans la tête. Les années passent, on quitte notre colocation, et après du coup je vais vivre chez mon ami le temps de faire mes recherches d'appartement. Il s'avère que cet ami, quelques mois plus tôt, il avait adopté un chien trop mignon, un petit Pomsky, c'est comme ça que t'appelles ça, qui s'appelait Simi, et ce chien, c'est une beauté. Franchement, c'était un petit monstre, il faisait ses besoins et tout machin, parce qu'il était hyper petit, tu vois. Mais moi, du coup, je l'ai vu grandir pendant les quelques mois où vraiment j'habitais avec lui. Rendre l'appareil à ma façon par rapport à mon ami qui m'accueillait et tout machin. J'essayais vraiment de l'alléger, j'essayais de sortir le chien, voilà, lui faire ses besoins, j'essayais de le nourrir, comme mon pote il était pas là, qu'il était occupé avec le travail et tout machin. Et je suis tombé amoureux de ce chien. Genre vraiment, je suis tombé amoureux de ce chien, et ça m'a rappelé le bonheur que c'est que d'avoir un animal de compagnie. Genre, ça m'a ramené chez moi beaucoup de nostalgie, beaucoup de réconfort, genre, parce que il faut savoir que moi j'ai toujours grandi avec des animaux de compagnie, genre depuis que je suis tout petit, c'est une évidence qu'il y ait des animaux qui soient là, que ce soit chien, chat, hamster, ce que tu veux, vraiment, genre j'ai eu beaucoup d'animaux. T'es bizarre ou quoi toi, bouffon? Ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'animaux de compagnie, et c'est vrai qu'en emménageant à Paris, bah je trouvais ça un petit peu égoïste, tu vois, d'adopter un nouvel animal, sachant que même moi, genre mes débuts à Paris, genre ma vie à Paris au début, elle était un petit peu compliquée. J'avais un rythme de vie qui était horrible. Je pense que je vous en parlerai un jour, genre plus en détail, genre de mes débuts à Paris, mais c'était intense, genre vraiment j'étais une catastrophe naturelle. Du coup, bah, à partir de ce moment-là où j'emménageais à Paris, c'est vrai que j'étais beaucoup moins entouré d'animaux, et ça me manquait énormément, mais je m'en rendais pas compte en fait. Genre vraiment, genre je vivais ma vie à Paris et tout machin, et je sentais qu'il me manquait un truc, mais j'ai pas directement capté en mode c'est parce que j'ai pas de chat. Directement t'as un vide en fait, t'as un truc genre en moins. Et je trouve que le temps fait extrêmement bien les choses, parce que maintenant que je suis seul dans mon appartement, maintenant que voilà je suis posé, je suis en place, et je me sens nettement mieux mentalement, et je me sens beaucoup plus en capacité d'avoir un animal, d'en prendre soin, qu'il ne me manque de rien, enfin que tout soit parfait en gros. Bah là ça trotte dans ma tête. Là ça fait quelques mois je suis en mode je sens ce qui arrive. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est ma priorité numéro 1. Là, j'ai envie d'attendre encore quelques tout petits mois, le temps d'être parfaitement bien installé. Et après ça, game on. La partie peut commencer. Et je pense que je vais enfin pouvoir adopter un petit chat. Genre, alors, il faut savoir que moi aussi, c'est vraiment un rêve d'avoir un chien. Vraiment, j'ai grandi avec des chiens. Pour moi, je trouve ça trop égoïste par rapport à moi, ma situation et ma capacité à gérer les choses, d'avoir un chien en appartement à Paris. Je me sentirais super mal de devoir le sortir tout le temps et tout machin, et que le chien soit un peu bloqué. Je sais que voilà, il y a plein de gens qui sont parfaitement en capacité de le faire, et c'est super, et je trouve ça génial. Mais il faut être réaliste, il faut savoir voir les choses dans son spectre à soi, et moi je serais pas capable de le faire. Donc pour moi ce serait super égoïste d'avoir un chien, bien que c'est tout aussi important de s'occuper d'un chat. C'est vrai que voilà, un chien c'est too much, et donc du coup je vais commencer par un chat.
ok. Le chien, ce sera plus tard quand je serai vraiment en place, tu vois. Franchement, j'ai trop hâte d'accueillir un petit truc, une petite boule de poil comme ça chez moi. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte. Mais c'est vrai que, par contre, ça me brise le cœur de... C'est horrible de penser comme ça. Vous allez peut-être penser que je suis un psychopathe, vraiment. Je suis désolée. En fait, ça me fait déjà de la peine de me dire qu'un jour, si j'adopte un animal, peut-être qu'un jour, il va mourir. Enfin, c'est pas peut-être, c'est que ça va arriver, tu vois. Après, ça se trouve, on sait pas de quoi la vie est faite. Hein. Ça se trouve, lui, il va aller vivre tellement longtemps. Enfin, on sait pas. Mais en fait, je pense que les personnes qui pourront potentiellement comprendre, c'est les personnes, du coup, qui ont déjà eu des animaux de compagnie, qui ont grandi avec des animaux de compagnie et qui, un jour, du coup, les ont vus partir. Genre, moi, j'ai des animaux, j'ai énormément d'animaux, voilà, qui, avec le temps, tu vois, genre, qui sont malheureusement décédés. Et c'est horrible. Genre, vraiment, le deuil d'un animal de compagnie, genre, avec lequel t'as grandi, enfin, tu sais, genre, ton petit animal à toi, genre, c'est horrible. C'est genre un membre d'une famille, enfin, c'est affreux. Tu sais, genre, quand je pense à l'adoption, à l'arrivée d'un petit chat chez moi, je pense déjà au jour où je me dis genre un jour tu seras plus là en fait. C'est marrant. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc qui est dans ma tête et genre c'est un truc qu'il faut que je m'enlève. Genre c'est un truc où je me dis genre c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, genre t'es un animal. Je pense que c'est le trauma. En fait, j'ai tellement été traumatisé par le décès de mes animaux. J'ai super hâte et j'ai trop hâte que ce chat comble, je l'espère, le petit vide affectif que j'ai maintenant que je vis seule. Vraiment, je veux pas être en couple, je veux rien, je veux juste un petit chat. On veut une explication pour ton obsession sur Hello Kitty. Quel rapport? Eh ben, en parlant de chat, est-ce qu'on n'est pas un peu bien synchronisé sur les questions? Alors en fait, ça vient de... Attends. Avant de répondre à la question, on va faire un truc un peu sympa parce que là... Là, on peut répondre à la question comme il faut, non? En fait, c'est assez complexe, mais ça vient de l'enfance. Quand j'étais petit, j'étais hyper amoureux, mais un amour mais obsessionnel, genre maladif limite. J'étais super amoureux d'une fille qui s'appelait... On va pas donner son nom ici quand même, voilà. On est respectueux des gens et de leur vie privée. En fait, il faut savoir que cette fille, du coup, ne m'aimait pas du tout. Vraiment, j'étais un peu un bolos. J'ai passé toute mon année à établir des stratagèmes pour qu'elle tombe amoureuse de moi aussi. Enfin bref, à l'époque, j'étais en mode, je suis amoureux de toi, en fait, c'est marrant, pourquoi tu m'aimes pas? Je comprenais pas. Enfin vraiment, tu sais, j'étais en mode genre, je suis désolé, mais ça me semble logique, si je t'aime, tu dois m'aimer. J'ai essayé de trouver des stratagèmes, j'ai essayé d'apprendre à la connaître pour savoir un petit peu comment est-ce que je peux la faire tomber sur mon charme. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, t'as pas envie de tomber amoureux de ça, je comprends pas. Le physique n'était pas mon atout le plus majeur, donc du coup j'ai dû apprendre à la connaître. Voilà, apprendre à savoir ce qu'elle aimait et tout machin. Un petit peu stalker sur les bords et je regardais du coup en cachette dans son cartable. C'est très grave ce que je vais dire. Je regardais en cachette dans son cartable les trucs qu'elle aimait. Genre j'essayais de savoir des trucs qu'elle aimait et tout machin. En fait, faut savoir qu'elle était complètement fan d'Hello Kitty. Sa trousse c'était Hello Kitty, ses stylos, ses crayons c'était Hello Kitty, ses cahiers c'était Hello Kitty. Enfin, tout était Hello Kitty en fait. Moi j'étais en mode c'est qui ce chat ou pourquoi ce chat à ma place en fait? C'est moi qui dois être sur ton cahier, c'est moi qui dois être sur ta trousse. C'est qui ce truc là? Ce qui se passe, c'est qu'on dit toujours garde tes amis proches, mais tes ennemis encore plus proches de toi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que cette Hello Kitty, je me suis dit moi aussi je vais bien t'aimer. Moi aussi je vais connaître tout sur toi Hello Kitty. Et comme ça après je vais aller voir la fille du coup en question et je vais lui dire t'as vu ça, cet épisode de machin de Hello Kitty, t'as vu ce nouveau stylo, ce nouveau truc et tout, ce nouveau stickers qui est sorti d'Hello Kitty. Comme ça, j'attrape son cœur. Enfin, je veux dire, si genre je suis celui qui connaît le plus ton sujet préféré, tu veux me pécho, je pense. Enfin, à l'époque, en fait, j'avais genre 8 ans. 9 ans, j'étais très jeune, donc je pensais même pas pécho, je pensais juste vraiment à genre que tu me tiennes le petit doigt. Je me mets au taf, j'étais très déterminé, vraiment mais très déterminé. Spoiler alert, elle est tombée amoureuse de moi aussi. Deuxième spoiler alert, on est sortis ensemble en fait, c'est marrant. Et non en fait je crois pas qu'elle soit tombée amoureuse de moi parce qu'en fait c'est juste sa pote qui était venue me voir après la cantine et qui m'avait dit genre salut, elle cherche un nouveau copain et on sait que t'es un peu sur elle, genre on t'a cramé en fait un peu un bolos, genre enfin tu crois t'es, bref, on t'a tous cramé, t'es ridicule. Du coup comme t'es le seul à apparemment être sur elle, je veux pas être son mec et moi bien évidemment genre plein de respect pour moi-même, enfin genre je savais ce que je valais et tout machin quand même, on prend pas pour n'importe qui. Mais du coup j'ai dit oui, grave, on va sortir ensemble genre. Et du coup c'est comme ça qu'on est sortis ensemble. Donc du coup je sais même pas si un jour elle m'a aimé, mais moi j'étais fou amoureux d'elle. Ce qui est super marrant, ça m'est resté. J'ai continué à avoir ce truc pour Hello Kitty, genre plus je grandis et plus je me sens connecté à l'univers d'Hello Kitty. Je sais pas si c'est parce que du coup c'était tellement une belle partie de mon enfance, très intense, pleine de souvenirs, pleine de... Je me rappelle que ça brûlait en moi l'amour que j'avais pour cette fille. Bah en fait je pense que ce truc là, ça me rend un petit peu nostalgique de mon enfance, ça me ramène à un bout de mon enfance qui était pur, qui était sincère, qui était mignon, qui était innocent en fait. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est à quel point un symbole, un petit truc peut créer autant de liens entre les humains, peut créer tellement de choses, tellement d'émotions. Et je trouve ça trop fort. Et fun fact aussi, pour vous montrer à quel point j'aime et que je fais pas du semblant pour faire le mec sur YouTube et tout, j'ai un tatouage Hello Kitty sur ma jambe. Oui, c'est pas un faux, je vous jure.
C'est un vrai tatouage. Mon plus grand rêve en parlant d'Hello Kitty, c'est qu'un jour, il y ait une marque qui me fasse confiance et une marque avec laquelle je peux m'associer et qui m'emmène au Japon. Partir un petit peu sur les traces de Hello Kitty, genre vraiment tout découvrir parce que c'est vraiment le Japon où est né Hello Kitty. Je pense que si t'es fan d'Hello Kitty, c'est vraiment là-bas où tu dois aller si tu veux tout découvrir, tout voir. Il y a même un parc. Allô, il y a un parc Hello Kitty. Je veux y aller. S'il y a une marque qui est intéressée à faire ce truc avec moi, je sais même pas comment ça peut se faire, comment on peut imaginer ça et tout machin. Mon mail pro, il est dans la barre d'infos. Contactez-moi. Question suivante. Quelle est ta vision du monde de l'influence? Franchement, depuis le jour où j'ai commencé à faire des petites vidéos dans ma chambre, donc ça veut dire que j'avais 13 ans, depuis ce moment-là, genre vraiment depuis 10 ans que j'ai commencé à faire ça, je constate qu'il y a une sorte de fantasme un petit peu autour de l'influence et de ce métier. On cherche beaucoup à savoir un petit peu comment se passent les backstage, est-ce qu'il y a des histoires, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas, avoir du thé et tout machin, ce que je conçois totalement, bien évidemment, je critique pas ça du tout. Donc là, je pense que vous attendez à avoir un petit peu de thé de ma part. Donc en gros, ce qui se passe, oui, j'ai un trou dans mon jean. Je vois tout le temps des TikTok, je vois tout le temps des stories par rapport à ça, l'influence, les événements d'influenceurs, les trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, étant donné que j'ai un petit peu toujours baigné dedans, genre j'ai été biberonné limite à genre l'influence et les événements influence et tout machin. Que du coup, en fait, c'est quelque chose dont je fais même pas gaffe. C'est vraiment un truc que je remarque pas, genre ce qui se passe là-bas, les dramas, les trucs, le thé et tout machin. S'il se passe des choses, genre il y a des trucs, tu vois, qui se passe. Et ouais, j'ai un petit peu normalisé le côté un petit peu chelou qui se passe dans l'influence. Moi, je vais vous parler pour mon cas personnel, ok? Honnêtement, je m'en fiche. Genre, c'est pas une blague, je dis pas ça pour me donner un genre, pour essayer d'être cool ou quoi, vraiment je m'en fous, mais je m'en fiche du milieu de l'influence, je m'en fiche des relations entre les influenceurs, je m'en fiche des dramas, je m'en fiche du thé, je connais quasiment même pas 10% de ce qui se passe dans ce milieu, parce que tant qu'on vient pas me raconter les choses, je vais jamais chercher à comprendre ce qui se passe, avec qui, quoi, comment, machin, et pour... Tout est tellement abstrait pour moi, tout est tellement flou, que vraiment j'en ai rien à foutre. Vraiment, je m'en fiche. Et je sais pas si c'est parce que je n'essaie pas complètement d'adhérer au monde des influenceurs et de l'influence. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai été vachement réprimandé par les autres YouTubeurs qui étaient là avant. Et genre, je me suis jamais vraiment senti à ma place et tout dans ce milieu-là. Je me suis jamais vraiment senti accueilli pas comme il se doit du tout. Enfin, t'es qui? Mais genre, tu sais, je me suis jamais vraiment senti dans le move des influenceurs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours été un petit peu dans mon coin avec mes copains. Parce que faut savoir que à l'époque, quand nous on a commencé le lifestyle, les vidéos FAQ, lifestyle et tout, c'était pas tendance, hein, c'était un truc de bouffon. Genre maintenant, c'est la majorité de ce qui se passe sur YouTube, c'est du contenu de lifestyle. Mais avant, quand tu faisais ça, t'étais un gros bouffon. Moi et mes jeunes copains de genre 13-15 ans, quand on arrivait sur YouTube, là, la petite clique, on était les bouffons de la classe. Genre no joke. Le moindre événement influence où on allait, on nous regardait mal, on parlait mal de nous. Donc on n'a jamais été inclus dans le groupe des gens qui gossipent et des trucs et des machins. Donc je pense juste tout simplement que, genre moi, je suis resté comme ça. Genre je suis vraiment resté dans mon truc en mode, quand je vais à un événement d'influence, c'est parce que j'aime bien la marque, ou alors c'est les personnes qui bossent là-bas pour la marque, je m'entends bien avec eux, donc j'y vais voilà, parce que ça fait plaisir et tout machin. Genre moi, si demain je fais un événement, j'aimerais bien que les gens se ramènent et tout machin. Sinon c'est que pour ça, je calcule pas, en fait je calcule rien. Ça va peut-être à mon désavantage parce que peut-être que moi, tu vois, j'agis tellement normalement et je m'en fous tellement de quitter ton nombre d'influenceurs et tout machin. Je vous le redis, j'essaie pas de me donner un genre vraiment je sais pas d'avoir la sympathie des gens et que vous m'aimez bien et qu'ils se disent ouais, il s'en fout vraiment des influenceurs. J'en ai rien à foutre, genre j'en ai rien à foutre. Et donc du coup, tellement que j'en ai rien à foutre, peut-être que j'agis pas gentiment avec les bonnes personnes, et peut-être que j'agis pas de la bonne façon, et peut-être que en fait c'est plus stratégique si je m'entends bien avec cette personne. Non, je m'en fous. Genre moi, juste il y a des influenceurs que je vois et que genre tu sais, je suis en mode genre ah, j'aime bien ce qu'ils font sur TikTok et tout, je vais leur dire salut, j'aime trop tes TikTok, ou j'aime trop tes vidéos YouTube, ou j'aime trop ce que tu fais, je sais pas. Et ça s'arrête là. T'es cool, je viens de parler, on discute, on est trop potes et tout machin, y a aucun problème. Franchement, je vous jure, quand je vais aux événements d'influence avec mes potes, on vient, on danse, on boit, on mange les petits sandwichs, les petits apéros buffets, on rigole et on rentre. Après, ça se trouve, franchement, je vous le dis, personne n'est parfait. Genre vraiment, personne n'est parfait. Et peut-être qu'il y a plein de moments, genre je me suis pas rendu compte à des événements et tout machin, genre j'ai peut-être pas dit bonjour à cette personne-là, j'ai peut-être pas... Parce que je fais vraiment pas attention, genre c'est vraiment comme si genre j'étais en cours, tu vois, genre enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est hyper bizarre, mais peut-être que je devrais plus faire attention au monde de l'influence et ce qui se passe et des nouvelles tendances et des nouveaux gens et des nouveaux influenceurs en vogue et tout tendance. Je sais pas. Ce que j'aime bien aussi avec l'influence maintenant, c'est que vraiment, genre, c'est un peu un truc à double tranchant, mais tout le monde peut être influenceur. C'est pas un truc qui est réservé juste, genre, aux anciens et tout machin. Parce qu'avant, c'est vrai que pour être un peu influenceur, tu devais genre faire des vidéos sur YouTube et tout machin, et c'était quelque chose qui était quand même assez complexe. Genre le montage et tout, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est pas donné à n'importe qui a envie du jour au lendemain de faire des vidéos qui fonctionnent et tout machin, d'en faire. Sauf que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a tellement plus de possibilités, genre avec Instagram, TikTok, Snap et tout, de donner la lumière à des gens qui sont créatifs et qui n'ont pas pour autant peut-être les moyens d'avoir un ordi avec un full logiciel de montage. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a
possibilité à donner une voix à des nouvelles personnes et je trouve ça bien et c'est un petit peu paradoxal venant de quelqu'un comme moi, un ancien, de dire ça parce que du coup ça veut dire qu'il y a de moins en moins de parts de gâteau dans le gâteau. Mais je trouve ça bien qu'il y ait des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, des nouvelles voix. Non voilà, je trouve que honnêtement le monde de l'influence, il est là quoi. Cette question-là, je l'adore. Est-ce que tu penses écrire un nouveau livre ? Pour les personnes qui ne le savaient pas, for the people in the back, comme ils aiment dire, vous connaissez cette expression? Elle me fume de rire. Du coup, tu savais pas, maintenant tu sais. En octobre 2021, j'ai sorti, t'es où toi? Mon tout premier livre qui s'appelle Fashionology, donc ce qui veut dire que c'est bientôt son 3e anniversaire. On va bientôt fêter son 3e anniversaire. Donc, comme t'as capté, Fashionology, fashion, on parle de mode dans ce livre et de quasiment rien d'autre. Voilà, au cas où tu pensais qu'on parlait de cuisine herboriale, t'étais sur la bonne voie, mais non, on parle de mode du coup. Ce livre, c'était honnêtement une superbe expérience pour moi. Je trouve qu'il est tombé au moment parfait. D'ailleurs, il faut savoir que quand t'es influenceur, surtout quand t'es influenceur depuis 10 ans comme moi, j'ai eu plein de propositions. Vraiment, genre ça fait depuis vraiment le début qu'on me propose de faire un livre, surtout avec les tout premiers youtubeurs influenceurs qui ont fait des livres, genre NJ Phoenix, Cyprien, tous les trucs comme ça. Genre c'est une maison d'édition, elle voyait que ça perçait de ouf et du coup ils se sont dit on va aller voir tous les influenceurs et leur proposer si potentiellement ils y voulaient faire un livre sur leur vie d'influenceur. Donc vraiment depuis l'ascension à peu près de ce métier-là, ça a toujours été un truc omniprésent. Genre moi on m'a toujours proposé plein de fois de faire un livre, mais en fait j'ai jamais accepté de base parce que je trouvais que j'avais rien à dire. Genre je trouvais pas le moment opportun. Je comprenais pas en fait ce que je pouvais dire dans un livre. Genre à part juste mettre mon nom sur un livre juste pour dire genre être influenceur et avoir 14 ans et être au lycée et machin. Enfin ça m'intéressait pas. Genre no joke ça m'intéressait pas. C'est super sympa, hein, c'est des livres qui auraient pu plaire et tout machin. Mais franchement ça m'intéressait pas, genre je comprenais pas l'intérêt pour moi de faire ça, je me sentais absolument pas légitime, enfin je comprenais pas. Et puis est arrivé l'ère un petit peu du développement personnel. Moi j'ai été hyper consommateur de ce genre de livres, j'ai acheté plein de livres sur le développement personnel parce que moi mes premières années d'adulte c'était un peu compliqué, j'étais un petit peu perdu et je me sentais un peu nul et pas organisé et sans réel objectif précis, genre je savais ce que je voulais faire, j'ai toujours su ce que je voulais faire sur cette terre mais j'ai jamais eu de discipline et tout, de trucs comme ça, donc je me sentais vachement naze, genre je me sentais vachement nul. J'ai commencé à être hyper consommateur de livres de développement personnel. Je me suis rendu compte avec le temps que la majorité de ces livres m'aidaient absolument pas. Genre limite, ils me faisaient sentir encore plus mal parce qu'ils me donnaient des sortes de consignes hyper précises, hyper militaires de ce que je devais faire et tout le matin, l'après-midi, le soir, machin, écrire truc muche pour que soudainement mon organisation devienne parfaite, que ma vie devienne parfaite, que ma santé mentale devienne incroyable. Alors qu'en fait, il y a des choses beaucoup plus profondes à ça et tout machin. Mais bref, sur le moment, je m'en rendais pas compte. Genre, j'étais vraiment en mode ok, il y a un problème avec moi. En fait, le développement personnel sur ce genre de livre, il est vachement axé sur genre le mental, sur la discipline, sur l'organisation, ce qui est un énorme facteur dans la réussite entre guillemets. Étant donné que j'étais un petit peu perdant quand j'essayais ce genre de technique, je me disais mais il y a bien un truc qui fait que toi, au moins un moment dans ta journée, tu te sentes en confiance, que tu te sens stylé, que tu te sens genre prêt à affronter le monde. Et je me disais, mais quel est le truc chez toi qui fait que tu puisses avoir ce petit truc qui te donne le boost dans ta journée? Genre, qu'est-ce que tu pourrais donner aux gens si potentiellement tu devais leur donner un conseil à eux pour améliorer qui ils sont à l'extérieur et à l'intérieur? Qu'est-ce que tu ferais en fait? Qu'est-ce que toi t'as apporté? Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'aide, c'est la sape, c'est les vêtements. Et c'est ce qui m'a toujours aidé. Et ça a été toujours ma passion depuis le début. Et c'est le seul truc vraiment qui me donne absolument un boost de confiance en moi et c'est quelque chose que je voulais grave montrer au monde, c'est que le développement personnel il n'existe pas seulement dans des choses qui sont tangibles, des résultats, du travail, des réveils le matin, des calendriers, des tableaux remplis. Non, il est aussi dans la manière dont on se sent à l'intérieur et je pense que le style sur beaucoup de gens peut vachement jouer sur ça, genre il peut vachement aider ça et je suis toujours persuadé aujourd'hui que notre style vestimentaire et notre look, bien superficiel cela peut paraître, peut réellement nous aider mentalement et nous faire du bien et nous procurer quelque chose de positif et nous aider à aller de l'avant dans la vie, même si c'est absolument pas une priorité. Attention, avec un peu plus de légèreté, je voulais apporter ma pierre à l'édifice du développement personnel sous un autre angle, qui est la sape, la mode, le fashion. Quand je dis la mode, je parle pas de luxe, hein. Je parle vraiment juste du style. Je pense que ce livre, honnêtement, c'est l'un des meilleurs exploits que j'ai pu faire dans ma petite carrière d'influenceur. J'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait énormément de projets et tout machin, mais je pense que ce livre, j'en suis encore hyper fier. Bien évidemment que la personne que je suis là il y a 3 ans et la personne que je suis aujourd'hui, elle pense quand même un petit peu différemment. Enfin, on évolue tous dans la vie, on est des êtres humains, on évolue. Mais chaque chose que j'ai dit là-dedans, elle venait du cœur, elles étaient honnêtes, elles étaient sincères et elles étaient genre avec les meilleures intentions du monde. Donc je suis hyper fier de ce livre. Franchement, c'est mon petit bébé, je l'aime trop. La couverture, elle est trop belle. Regardez, c'est un dragon, mais genre, t'as compris. J'ai tellement tout donné là-dedans que je sais pas ce que je pourrais raconter dans le prochain livre. Peut-être que si un jour j'ai autre chose à raconter et que j'ai toujours une audience, pourquoi pas sortir un deuxième livre, mais pour l'instant je vois absolument pas ce que j'ai à dire. Et c'est absolument pas pour faire la promo de ce livre, hein. Vraiment, je sais même pas s'il est encore en vente.
Aïe! Aïe! Si tu devais refaire un voyage comme tu l'as fait avec la Team LA et que tu pouvais choisir 4 personnes, tu choisis qui? Mon dressing, c'est déjà le bordel. Et je suis en train de construire un autre dressing à côté. Pas construire une pièce de dressing, hein. J'ai commandé un dressing sur Ikea qui arrivait du coup pour le mettre sur le côté du mur. Mais du coup, en attendant... Bref, me jugez pas, ok? La Team LA, on était une équipe de 5 copains influenceurs. Moi, je sais que c'est mal poli de se dire en premier, mais au moins vous avez le contexte et c'est plus simple pour vous. Donc il y avait moi, Jules, Sandy Jules, Clara Mars, Antonin et Gloria. On était une bande de 5 copains qui sont du coup partis à Los Angeles pendant un mois et à l'époque on a été hyper actifs sur les réseaux. Et du coup on postait partout, on postait sur Snap, il y a eu des histoires de poulet dans le four qui a pourri pendant une semaine. Il y avait plein d'histoires loufoques qui nous arrivaient à Los Angeles. Nous étant des enfants de la génération Z, comme tous les gens de notre génération à peu près, on rêvait de partir à Los Angeles. Du coup on s'est dit les gars, on part un mois, on se prend une baraque et on fait bordel. On était très jeunes, c'était de 17 à 20 ans je crois le range. Ça fait partie des expériences que j'ai vécues dans ma vie qui ont été les plus folles, les plus enrichissantes et les plus genre pinch me, tu sais genre je sais pas si vous connaissez cette expression mais tu sais pinch me moment, c'est genre en mode pincez-moi parce que j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Tu te rends compte quand même du truc, genre c'est dingue ce qu'on a vécu. Et du coup on partageait beaucoup ça sur internet et tout machin. Ouais, c'était incroyable, c'était trop bien, genre on postait tous nos petits trucs et tout machin. Faut savoir que dans ces 5 personnes du coup, ces 5 personnalités très fortes, on était tous les 5 influenceurs. C'était un truc vraiment qu'on a vécu tous les 5 communément, c'est un truc qui nous est tombé dessus. C'était quand même très intense et très émotionnellement chargé. C'était lourd à porter, même si zéro plainte. Je ne me plains absolument pas. Franchement, c'était dingue et je changerais ça. Je changerais cette vie que j'ai eue avec rien d'autre. Genre, zéro plainte, vraiment. Chaque médaille a un revers. Je sais pas si on dit ça. Chaque pièce a une face opposée. Dans tout avantage, dans toute belle chose dans la vie, il y a forcément quelques petits inconvénients. Et donc ça en faisait partie. On était instables. Clairement. 95% de ce qui se passait entre nous c'était super sain et c'était genre que de l'amour et c'était que du love et c'était que du kiff en fait. Voilà, vraiment c'était vraiment que du soutien, on était entre nous, on se comprenait et franchement c'était dingue. Vraiment voilà, ça arrive, on était jeunes, on n'avait même pas la vingtaine comme je disais et ça arrive, les embrouilles ça arrive, toutes les histoires, les chemins c'est dingue parce qu'on était vraiment un groupe de 5 personnes. J'ai l'impression que maintenant chacun à notre façon on a nos relations one to one avec chaque personne du groupe. Il y a toujours je pense une forme de respect et de on se sait, on a vécu les mêmes choses ensemble et voilà, genre maintenant on est juste des adultes. Enfin, quand tes potes que t'avais à 17 ans, moi du coup il y a plein de mes copains voilà, que j'ai depuis maintenant 10 ans et tout machin, je les ai gardés, il y en a certains, bah tu les kiffes, mais t'as 17 ans et tu grandis et voilà, la vie fait que... Et en plus de ça, il y a eu des petites histoires, il y a eu des petites embrouilles, des trucs vraiment de merde, des trucs d'ado. Enfin après moi je sais pas parce que moi j'ai vraiment vécu le truc où j'étais pas directement dans les histoires, tout le monde a fait une petite vidéo sur YouTube au moment où il y a eu des clashs et tout machin. Non en fait j'abuse, il y a eu trop des clashs. Allô j'abuse, tout le monde a sorti une vidéo en mode ma vérité. La Team LA, ce que j'en pense. Putain moi qui a rien sorti genre, j'étais en mode flemme. À l'époque je réfléchissais un peu, pas égoïstement mais j'étais un peu en mode, enfin ça me concerne pas, moi je les aime tous. Et du coup depuis ce moment là, on s'est jamais retrouvés tous les 5 ensemble parce que la vie fait que. Moi j'adorerais, en fait pour répondre à ta question du coup, je veux reprendre les 4 mêmes personnes, Antonin, Gloria, Clara, Jules, je veux qu'on nous refoute dans une maison à Los Angeles et qu'on fasse une réunion. Je veux qu'on fasse une réunion, peut-être pas rester dans une maison un mois ou peut-être juste faire une réunion tous ensemble et tout machin. Moi j'adorerais. Après je sais pas, ça se trouve il y a des choses où même moi je suis pas au courant des conflits internes et tout machin, où genre c'est pas faisable. Et moi j'aimerais trop que ce soit faisable, honnêtement. On a toute la vie pour faire ce genre de choses, mais j'adorerais. Ça me concerne moi, parce que je n'ai pas vécu directement les dramas, les embrouilles et je respecte et je conçois et je comprends complètement s'il y a 1, 2, 3 ou les 4 personnes même carrément qui n'ont pas envie de faire ça. Appelez-moi, on refait un groupe chat comme à l'ancienne. On peut faire ça genre. Pourquoi es-tu souvent très irrégulier en contenu sur YouTube ou autres réseaux? Vas-tu vraiment te remettre à fond dedans comme à l'époque? C'est un peu le running gag de cette FAQ, c'est un truc que j'arrête pas de dire. Mais j'ai commencé les réseaux, les gars, j'avais 13 ans. Ça fait 10 ans. Et en fait, quand j'avais du coup cet âge-là, j'étais un peu genre pas sans potes et tout machin. Mais tu sais, genre quand t'es jeune, t'as 13 ans et tout machin, tu t'ennuies. Donc du coup, tu rentres chez toi le soir et tu passes tes journées genre sur l'ordi, sur ton téléphone et tout. Tu joues aux jeux vidéo, enfin tu fais un truc, tu vois. J'ai commencé à faire des vidéos et je me suis fait des potes avec ça et tout machin. C'était un peu mon objectif de base, c'était me faire des potes. Et en fait, genre en faisant ces vidéos-là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui kiffaient, que genre il y avait grave une communauté de jeunes comme moi et tout machin, un peu genre en mode Gen Z, un peu genre hihi, quirky. On a tous kiffé ça, on était tous à fond dessus. Il y a d'autres choses qui ont pris le dessus, un peu comme TikTok et tout, mais moi, je suis un enfant du YouTube, je pense que je resterai toujours un enfant du YouTube. En fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est vrai que l'âge d'or, l'âge où je postais tout le temps, où j'étais hyper régulier et tout, en fait, c'était quand j'étais genre encore à l'école, un peu ado et tout machin. Pendant, je crois, 2 ans, je postais 2 vidéos par semaine.
que je filmais moi-même, que je montais moi-même, en fait je faisais tout moi-même. Genre j'avais pas de monteur et tout machin à ce moment-là, j'en ai toujours pas. Là je continue encore à faire tout seul comme un grand. En gros je rentrais de l'école, je rentrais du collège et je faisais mes vidéos. Enfin c'était un peu logique en fait que je poste hyper régulièrement. Après j'ai fait une petite crise d'ado, une petite crise existentielle, enfin bref tout le charabia. Je suis arrivé à Paris et tout machin et en arrivant à Paris en fait j'étais genre pas bien, genre je me levais, il faisait nuit, je me couchais, il faisait nuit. J'avais tellement, je pense que les gens s'étaient tellement attachés à un type de contenu que je faisais qu'en fait j'avais trop peur de faire quelque chose d'autre et donc du coup je ne postais pas. Je pense que c'est l'un des plus gros défauts que j'ai et que j'ai l'impression que du coup maintenant aujourd'hui j'arrive à me détacher de ça. C'est qu'en fait j'avais tellement peur de faire un truc nul que je ne le faisais pas, je ne tentais rien. J'avais des idées, j'avais plein de choses que j'avais envie de faire, limite j'annonçais des choses, ça c'est aussi un problème que j'ai, c'est que je suis trop instantané, genre je vous dis trop les choses, donc du coup quand j'ai un projet en tête, je le dis, après je suis en mode peut-être que j'aurais dû le préparer avant, machin, et il y a ci qui va pas, et il y a ça, et finalement je le fais pas. Donc, ce qui fait que ça a aussi, dans le passé, beaucoup déçu, je pense, certaines personnes. Beaucoup d'entre vous sont au courant, je pense, mais j'ai fait un énorme demi-tour. Comme ça, genre je suis arrivé comme ça, j'ai fait ça, hop là, parce que je faisais des vidéos lifestyle, je faisais des vidéos ask, je faisais des vidéos genre vraiment hyper légères, hyper fun et tout machin. Et d'un coup, en fait, j'ai dit, en fait, moi ce que j'aime c'est la mode. Bisous. Et donc du coup je suis grave parti faire de la mode. Et à l'époque il faut savoir que les fashion week maintenant et tout c'est hyper tendance, tous les influenceurs ils sont en mode genre fashion week, genre c'est un truc un peu genre les fashion week maintenant c'est hyper stylé, tous les influenceurs peuvent le faire et ils peuvent continuer à faire leurs vidéos et être invités au fashion week. Sauf que moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça c'était genre 2-3 années avant que ça pète un peu d'un coup l'influence dans la fashion. Moi j'avais pas de modèle d'influenceur qui avait un peu percé dans la fashion week. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais trop peur de continuer à faire mon truc lifestyle et du coup je me suis grave consacré à la mode, genre tout mon contenu était basé autour de la mode. Ce qui fait que je voulais continuer à faire des vidéos sur YouTube, je voulais continuer à faire ce que je fais là maintenant, mais j'avais trop peur de le faire, donc du coup je ne le faisais pas. Donc du coup ce qui faisait que sur YouTube et tout machin j'étais inexistant. Je postais beaucoup sur Instagram et tout machin, mais c'était beaucoup des éditos, c'était beaucoup des trucs en mode regardez je sais faire des looks mode et je sais parler de mode et c'est trop sympa. Et je regrette absolument pas du coup d'avoir fait ça. Vraiment beaucoup de gens peuvent penser que c'est une erreur de carrière d'avoir fait ça. Moi je trouve pas, moi je trouve que je me suis écouté et sur le moment même j'avais envie de faire la mode, du coup j'ai fait de la mode. J'ai un peu délaissé YouTube mais ça me faisait énormément de peine parce que malgré tout YouTube moi c'est mon bébé, enfin comme je vous dis, YouTube c'est ma vie, genre vraiment la base de tout ça reste YouTube. Je savais juste pas comment revenir et j'avais l'impression aussi que genre j'avais 8 trains de retard parce que il y a un moment, YouTube c'est devenu beaucoup de prod, genre c'était hyper professionnel et tous les youtubeurs ils faisaient des vidéos trop stylées que je regardais et je regardais les vidéos, j'étais en mode mais là en fait c'est une émission de télé, je peux pas venir sur YouTube et faire mon petit vlog de ma semaine, genre les gens enfin ils vont dire en mode mais de quoi tu me parles là, t'es un fou quoi. T'allais sur YouTube, toute la page d'accueil, toutes les tendances, tous les trucs, c'était des trucs en mode waouh, on passe une semaine dans une ferme, qui est le menteur parmi ces 100 personnes, et tu vois genre des miniatures mais tout était hyper pro, c'était vraiment des émissions télé et c'est trop bien, genre je suis consommateur un peu de ça donc je critique absolument pas, c'est trop bien, mais moi du coup j'étais un peu en mode gars t'as genre vraiment aucune équipe, t'as pas de prod, vraiment t'es à la ramasse, genre tu sais quand t'as l'impression d'être à la ramasse parce que genre moi, j'ai jamais vraiment calculé mon contenu sur YouTube, j'ai toujours posté ce que je pensais être cool pour moi et pour voilà ma petite commu qui me regarde, mais je me suis jamais professionnalisé, je vais dire. Il y a eu une grosse professionnalisation de YouTube. Maintenant il y a toujours ça, ce qui est trop bien et c'est toujours le top en vrai de YouTube, genre les grosses vidéos hyper produites ça reste le top de YouTube, mais il y a quand même une sous-couche de YouTube où maintenant c'est un peu des vidéos comme ça, genre des FAQ, des trucs simples, trucs lifestyle, des trucs légers. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu que ces dernières années j'ai tenté de poster une vidéo à droite, à gauche, comme ça, mais tu sais ça se voit quand les choses elles sont pas évidentes et j'ai l'impression que plein de fois ça n'a pas été évident. Et maintenant aujourd'hui ça l'est. Maintenant depuis que j'ai repris mes vidéos, là ça fait genre 4-5 mois que j'ai un petit peu repris régulièrement les vidéos, je vais essayer d'être encore plus régulier maintenant. Bah c'est que maintenant où pour moi ça sonne juste et en fait ces 5 dernières années quand je revenais sur YouTube ça sonnait pas trop juste pour moi. Ça sonnait un petit peu en mode juste essayer d'entretenir ce que t'as et tout machin. Il y avait rien de tu sais qui venait de pas du cœur mais qui venait genre en mode instinctivement, genre en mode ah j'ai envie de filmer pour YouTube, ah j'ai envie de faire ça pour YouTube. Maintenant que je dors YouTube, je pense YouTube, je vis YouTube, genre je ne pense qu'à ça parce que je trouve que maintenant j'ai trouvé ma petite patte sur YouTube, j'ai trouvé mon style de vidéo, j'ai trouvé mon truc à moi, c'est ça qui me plaît et je me sens bien à faire ça et du coup ça me donne envie d'être encore plus créatif, ça me donne envie de faire des vidéos encore plus cool, des plus réfléchies, des beaux plans, des trucs, des machins, mais tout en gardant mon essence qui est le lifestyle parce que moi je suis un enfant du lifestyle, mais tu vois en faisant des trucs beaux, en faisant des trucs sympas, un peu le truc un peu télé, un peu produit, mais genre avec moi toujours dans ma chambre et ma caméra et personne d'autre, j'ai pas de prod. J'ai personne qui est là pour me dire genre du coup il y a ça, machin. C'est genre moi, ma caméra, mon rêve et mon cerveau. Et c'est si je revenais à l'époque où j'ai commencé mes vidéos sur YouTube quand j'avais 13 ans. Et juste maintenant j'en ai 24 et donc du coup j'ai une approche de la créativité et de la vie, du contenu qui est différente. Mais là j'ai l'impression de retrouver, je sais pas comment vous expliquer. C'est quand tu sens une énergie dans l'air, un truc t'es en mode là je le sens bien. Mais là je le sens bien. Vous êtes en train de vous dire ce mec est zinzin. J'espère vraiment que vous me comprenez. Et puis si vous me comprenez pas c'est pas très grave. Et si vous me comprenez tant mieux. J'attends. Ah, est-ce que tu vas faire un room tour dans une prochaine vidéo ?
Si tu cherches un room tour, c'est-à-dire une visite de ma chambre, voilà. Voici ma chambre. Y a rien. Pour l'instant, y a vraiment rien. C'est horrible. J'ai même pas de couette. Je dors avec des plaids. J'ai un coussin. Tu as eu ton room tour. Je pense que tu voulais dire house tour ou apartment tour. C'est-à-dire genre une visite de mon appart, une fois qu'il sera décoré et montré vraiment en détail. C'est vrai que j'hésitais à faire ça de base. J'étais en mode bon, bah, peut-être que les gens vont s'en foutre, sachant qu'ils vont voir les vidéos qui vont sortir prochainement sur l'avancée de l'appartement. Donc techniquement, tu vois l'appart dedans et tout machin. Mais je me dis que c'est vrai que peut-être pas maintenant parce qu'il est loin d'être terminé cet appartement. Si un jour j'arrive à terminer la déco, voilà, et que c'est trop sympa et que je l'adore et tout, je serais chaud de faire un appartement tour honnêtement. Dites-moi si ça vous ferait kiffer dans les commentaires. Honnêtement, sincèrement, je sais absolument pas si vous kifferiez une vidéo spéciale uniquement apartment tour, genre en plus des vidéos spéciales sur les avancées de l'appart et tout que je vais vous poster. Donc dites-moi vraiment, genre si vous me dites on a envie et que je vois que vous êtes beaucoup à avoir envie, je le posterai. Sinon je sais pas. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo FAQ, ça m'a fait trop plaisir de refaire ça, ça faisait tellement longtemps. Il y a tellement de questions auxquelles j'ai pas pu répondre parce que je me suis dit que la vidéo allait durer 1 heure sinon. Mais si vous voulez une partie 2, si vous voulez une nouvelle vidéo comme ça, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Mettez un petit like, je vous aime, à bientôt, ciao.